dans le débat de France 24, 10 mois de contestation en Syrie, plus de 5400 morts selon l'ONU, près de 400 enfants tués selon l'UNICEF et un régime qui tient toujours debout. Un nouveau projet de résolution co-rédigé par la Ligue arabe est présenté aujourd'hui aux Nations Unies. Pour défendre ce projet, Alain Juppé, William Hague et Hillary Clinton font le déplacement à New York, mais il va falloir convaincre une fois encore les Russes et les Chinois. Pourquoi la Russie notamment refuse-t-elle toujours cette condamnation du régime syrien? Et si le texte était rejeté, eh bien que peuvent faire les Occidentaux et les pays arabes? On en parle ce soir avec Eitam Mena, bonsoir. Vous êtes opposant syrien, président du Comité national de coordination pour le changement démocratique à l'étranger. Bernard Valero, bonsoir. Vous êtes le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Jean-Paul Chagnolo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur des universités et directeur de l'IREMO, qui est l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, avec lequel nous sommes partenaires. Karim Akiki, bonsoir. Karim, vous êtes grand reporter à France 24. Vous revenez de Syrie, où vous êtes entré clandestinement dans le pays. Vous avez vu l'horreur de la répression, un régime qui tue jusque dans les hôpitaux, où les blessés, on va le voir, sont soit exécutés, soit arrêtés. C'est un document exclusif France 24. Pour Omar, aller à l'hôpital, c'est s'exposer à une mort certaine. Le régime de Bachar traque les blessés jusque dans les salles de soins pour les achever. Ce jeune étudiant d'Alep a été blessé chez lui, pas en manifestant. Un obus est tombé dans la maison. Je suis sorti pour comprendre ce qui s'est passé. À ce moment-là, un autre obus est tombé tout près de moi. Et c'est là où j'ai été blessé à la poitrine. Le père d'Omar soigne son fils comme il peut. Les rares médicaments coûtent cher. De temps en temps, un médecin passe le voir. Pourtant, Omar a besoin de soins lourds. Il a besoin d'être hospitalisé. Je suis en colère parce que j'ai dû le sauver de l'hôpital. Tout blessé et recherché par le régime. Quel crime il a commis, mon fils? On a fui l'hôpital très vite pour lui sauver la vie. L'hôpital est une cible. Il a été attaqué à 2 reprises par des obus. Nous décidons d'aller voir l'hôpital. Il faut faire vite pour ne pas se faire repérer. La porte cachée du docteur, elle est où? Notre accompagnateur est inquiet. Il faut entrer vite. On est obligé de se cacher et de passer par la porte de derrière. Si on passe par la porte principale, ça risque d'éveiller les soupçons. Il y a des espions partout qui peuvent nous dénoncer. Le médecin qui nous reçoit prend des risques énormes. Il ne souhaite pas montrer son visage. Le médecin soigne ce blessé clandestinement. Cet homme a été touché par des éclats d'obus au bassin, juste en bas de chez lui. Dans 90% des cas, les blessés n'ont rien à voir avec la résistance, les manifestations ou les révolutionnaires. La plupart du temps, ce sont des gens qui sont atteints par des obus alors qu'ils sont dans leur maison, leur voiture ou leur boutique. Pas de problème, j'assume mes responsabilités. Je suis médecin, je soigne les blessés, quelles que soient les conséquences. L'hôpital est pris régulièrement pour cible par les snipers. La fenêtre de la salle d'opération est murée. Ahmed est mort de ses blessures, faute de soins. Sa famille n'a pas pu le transférer dans un hôpital trop dangereux. Ils l'ont amené à la maison, on n'a pas pu le soigner. Il est mort. Je voulais sortir sous les tirs d'obus pour le secourir, mais on me disait que c'était impossible. Il n'y avait ni coton, ni seringue. Et si le régime trouve la moindre seringue chez nous, il nous accuse d'aider les terroristes. Ahmed a laissé derrière lui 2 enfants et un père meurtri. Je vais me recueillir sur la tombe de mon fils tous les jours. Je prie pour son âme au cimetière. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les violences dans le pays ont fait près de 7000 morts.
Bernard Valero, il y a un projet de résolution qui va être présenté tout à l'heure aux Nations Unies. Je le disais au début de ce débat. Alain Juppé fait le déplacement. À l'heure qu'il est-ce qu'il y a toujours des négociations avec les Russes? Et est-ce que ce projet de résolution peut passer? Est-ce que vous avez reçu l'aval des Russes? Non, nous sommes toujours en train de discuter, de négocier avec les Russes, et la réunion du Conseil de sécurité dans quelques minutes à New York est une réunion très importante. En tout cas, le chef de la diplomatie française, Alain Juppé, y va. Il y va pour porter un message de soutien au plan qui a été proposé par la Ligue arabe et qui a pris la forme d'une résolution présentée par le Maroc il y a quelques jours et dont le Conseil de sécurité va commencer à débattre aujourd'hui. Un message de soutien pour ceux qui aspirent avec beaucoup de courage à la liberté dans leur pays, et puis essayer de convaincre précisément le Conseil de sécurité, c'est-à-dire le cœur de la communauté internationale, de bouger. Cela fait plus de 10 mois maintenant qu'un drame se déroule sous nos yeux tous les jours en Syrie. Jusqu'à présent, le Conseil de sécurité a refusé de prendre la moindre initiative, de faire mouvement. Il est grand temps, et ce sera le message de la France, il est grand temps de bouger. Quel est le contexte de cette réunion importante du Conseil de sécurité aujourd'hui? On vient de le voir encore une fois sur ce reportage terrible, la dégradation de la situation en Syrie, les hôpitaux qui sont pris pour cible, les enfants qui sont également pris pour cible par les forces de sécurité, et puis le recours à des moyens massifs de répression par le régime. Les chiffres sont accablants, sont tout à fait insupportables et ne cessent de croître chaque jour. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, avec le texte qui est sur la table maintenant au Conseil de sécurité, on n'est plus dans le huis clos exclusif des 15 membres du Conseil de sécurité, puisque ce texte a été présenté par la Ligue arabe. Et cette session du Conseil de sécurité est demandée expressément par la Ligue arabe. Donc ce sont les pays... C'est la différence par rapport au 4 octobre Ça fait dernier. Une grosse différence par rapport à ce qui s'est passé avant, parce que depuis lors, la Ligue arabe joue un rôle majeur dans la recherche d'une solution, c'est-à-dire dans la recherche du moyen d'arrêter les violences. Ça, c'est tout à fait nouveau, et c'est un changement considérable. Et c'est à la demande de la Ligue arabe que cette session du Conseil de sécurité va s'ouvrir. Ça, c'est la première chose qui change beaucoup la situation. Il y a l'opposition russe. On peut penser que les Russes vont être sensibles, comme ce ne sont plus simplement les membres du Conseil de sécurité qui demandent aux Russes de bouger, mais également l'ensemble des pays arabes. Ça fait une différence sensible. Et lorsqu'on voit ce qui se passe en Syrie, ça donne également à réfléchir. On va rejoindre Emmanuel Saint-Martin, mais une toute dernière réponse très rapide. Bernard Valero, est-ce que vous pensez qu'il est possible d'obtenir des Russes au moins qu'ils s'abstiennent au moment du vote? Est-ce que c'est encore envisageable ou, très honnêtement, ce soir, vous n'y croyez plus? Nous allons, si, justement, c'est bien la raison pour laquelle vous y croyez encore, Alain Juppé a fait le déplacement. Il y a un espoir que dans cette affaire, les Russes et d'autres prennent enfin leurs responsabilités par rapport à ce qui se passe en Syrie. Vous y croyez encore ce soir. Emmanuel Saint-Martin, très rapidement avec nous en direct de New York, au siège de l'ONU. Est-ce qu'il y a une chance que cette résolution passe? Bernard Valero nous dit ce soir qu'on peut encore l'espérer, d'où d'ailleurs la présence aujourd'hui d'Alain Juppé aux Nations Unies. Oui, Vanessa, évidemment, c'est la raison de cette réunion. Donc on imagine mal les diplomates officiellement nous dire qu'elle ne servira à rien. Néanmoins, dans les couloirs, tous les experts, tous les diplomates à qui on a pu parler le disent. Il y a très peu d'espoir parce qu'ils ont vu un raidissement, encore, j'allais dire, de Moscou, de la Russie face à cette offensive diplomatique à la fois de l'Occident et des pays arabes. Et on a entendu très récemment un représentant du ministre des Affaires étrangères russe dire que la Russie, que Moscou était prête à nouveau à opposer son veto à cette affaire. Moscou qui est d'ailleurs suivi, il faut toujours le dire, suivi de près par la Chine, même si la Chine n'apparaît pas sur la scène publique dans ces discussions, dans ce bras de fer diplomatique qui a lieu en ce moment même. C'est Russie et Chine qui jusque-là se sont opposés à l'unisson à ces initiatives occidentales et des pays arabes. Merci beaucoup Emmanuel Saint-Martin en direct de New York. Eitam Mana, je rappelle que vous êtes opposant syrien. Est-ce que vous êtes pour cette résolution? Est-ce que c'est important pour vous que cette résolution passe à l'ONU? Quand on travaille pour une résolution, on fait de lobbying et on essaye de gagner d'avance. Avant d'aller à New York, les membres capables d'empêcher une résolution ou de stopper, de bloquer. On n'a pas fait ça.
J'ai demandé à Nabil Arabi d'aller à Moscou avant d'aller à New York, de négocier avec les Russes, parce que les Russes sont capables de bloquer. Malheureusement, il y a la dictature Cheb du Conseil de sécurité, ça on ne le dit pas. Mais le droit, entre deux guillemets, de veto n'est pas un droit. Ça donne à un pays le droit de faire ce qu'il a envie de faire à partir de ses intérêts et ses positions politiques. Et on paye les frais toujours, ce n'est pas la première fois. Pour cela, on est obligé de passer par Moscou, négocier avec Moscou, si on veut vraiment une résolution, soit si on veut arriver à un compromis entre la Russie et la Ligue arabe. Ça donne une ouverture, nous voulons quelque chose qu'on peut appliquer sur le terrain, nous ne voulons pas uniquement de la propagande pour l'un ou l'autre. Donc vous, d'ailleurs, vous allez aller, je crois, la semaine prochaine à Moscou, hein, et vous allez également aller à Pékin. Oui, la semaine prochaine. Et vous regrettez donc que le chef de la Ligue arabe, lui, n'y aille pas et que tout passe par le Conseil de sécurité. Jean-Paul Chagnolot, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la Russie reste aujourd'hui inflexible dans le cas syrien ? Quels sont les intérêts de Moscou, hein ? Je crois moi je verrais au moins deux niveaux, quoi. Il y en a un qui serait de l'ordre du rationnel, c'est-à-dire on réfléchit aux intérêts qui sont ceux de la Russie et on se dit, bon, ils défendent leurs intérêts. Alors je pense à la base stratégique de Tartous, je pense au fait que leur seul allié qui reste aujourd'hui de ce qu'était autrefois l'Union soviétique, c'est évidemment Damas et le régime de Bachar el-Assad, et puis il y a d'autres dimensions aussi à la fois économiques et commerciales. Donc si on raisonne comme ça, on peut dire voilà, il y a des intérêts, mais j'ai le sentiment que c'est plus profond que ça. J'ai le sentiment que la Russie est dans cette démarche qui remonte déjà à pas mal d'années, qui est au fond une volonté finalement contre l'Occident, d'essayer de retrouver un statut de grande puissance qu'elle a perdu. Et puis je crois aussi que c'est encore plus compliqué que ça, parce que quand on regarde les alliés de la Russie, c'est vrai qu'il y a la Chine, bien sûr, mais il y a aussi ce qu'on appelle les BRIC, c'est-à-dire les pays émergents. Il y a l'Inde, par exemple. Avant, il y avait le Brésil a quitté le Conseil de sécurité. Donc on a l'impression, quelque part, qu'il y a une sorte de coalition qui n'est pas anti-occidentale, mais en tout cas qui n'accepte pas que l'Occident continue à mener les choses. Et je crois que c'est pour ça que c'est si difficile. Si c'était simplement une question d'intérêt, on pourrait trouver des compromis. Mais là, il y a la Ligue arabe quand même qui vient. Il n'y a pas que les Occidentaux. C'est l'élément nouveau. Mais si vous voulez, jusqu'à maintenant, il y a cette dimension qui est à plusieurs niveaux, et c'est ça qui est. Et bon, et maintenant, si on prend le problème autrement encore, moi, ce qui me frappe, c'est que nous sommes pourtant sur un terrain qui devrait faire, non pas l'unanimité, mais en tout cas qui devrait trouver des éléments de convergence, qui est celui des droits de l'homme. Quand on voit encore ce reportage, c'est absolument terrible. Il n'y a pas de question, il n'y a plus non plus de doute. La Ligue arabe, qui au début était un peu timorée, c'est le moins qu'on puisse dire, maintenant dit les choses très clairement. Il y a vraiment une répression. Là, Jean-Paul Chagnolot, dans ce projet de résolution, il n'est pas question d'intervention étrangère. Alors ça, c'est un autre aspect encore. Mais juste sur ce point, je veux dire que le fait que la Ligue arabe soit vraiment un acteur, ce qui n'était quand même pas donné au départ, ça peut peut-être influencer tout ça. Mais vous voyez, cet ensemble complexe que j'ai essayé de cerner, mais de manière un peu impressionniste, ça pose vraiment problème, parce qu'on est sur un terrain où il devrait y avoir le Conseil de sécurité, on répète ce terme, mais Conseil de sécurité, ça veut dire quoi? Assurer la sécurité du monde, assurer la sécurité des hommes et des femmes dans un pays comme la Syrie. Donc, bon, ça c'est une chose. Et puis deuxième chose, en un mot, quand on parle de la résolution, d'abord, c'est pas le chapitre 7 qui est en question, donc ce n'est pas contraignant. Donc, on pourrait comprendre... Pas la même chose que la Libye. Voilà, parce qu'on est évidemment dans le souvenir de la résolution 1973 qui était sur la base du chapitre 7 où la Ligue arabe était déjà, il faut le rappeler, tout à fait citée dans la résolution et intervenait. Donc là, c'est même pas le chapitre 7, c'est une résolution qui va en plus continuer, prolonger un plan qui vient du monde arabe. Donc tous les éléments sont là pour dire il faudrait qu'il y ait ce texte à minima. Bon, et malgré cela, on aura beaucoup de difficultés à l'avoir, et le compromis, je crains qu'il soit vraiment très difficile, et je parle malheureusement par euphémisme. Karim, je vais vous donner tout de suite la parole. Bernard Valero, je voudrais que vous réagissiez quand même à ce que disait Eitam Mana tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas directement à Moscou? Pourquoi le chef de la Ligue arabe ne va pas directement à Moscou? Pourquoi Alain Juppé ne va pas directement à Moscou avec William Hague et Hillary Clinton? S'agissant d'Alain Juppé, nous travaillons avec les Russes, parce qu'il faut travailler avec eux, parce que nous avons beaucoup de sujets de travail en commun avec eux. Alain Juppé a écrit à Monsieur Lavrov il y a quelques jours à peine pour lui signaler l'urgence de la situation et d'une réaction. On se voit très fréquemment, il y a le téléphone. Enfin, avec les Russes, on n'a pas toujours nécessairement besoin d'avoir des déplacements en avion. Et puis on travaille de manière permanente avec eux au Conseil de sécurité.
sécurité. Et donc là, nous leur tenons un double langage. Le premier, c'est de dire, écoutez, regardez ce qui se passe, ce n'est plus acceptable, il faut trouver le moyen de sortir de là et surtout d'arrêter la violence. Et le deuxième, c'est le langage de la responsabilité, de dire, écoutez, si pour des raisons effectivement de recherche de statut ou de rôle à jouer sur la scène internationale, vous devez vous retrouver à soutenir un dictateur qui massacre son peuple, c'est vrai qu'en termes de crédibilité d'une politique étrangère, c'est difficile à justifier sur le long terme. Donc on est dans ce travail permanent avec les Russes, avec les Chinois, avec tous nos partenaires du Conseil de sécurité, avec la Ligue arabe et tous les pays qui la composent, de manière précisément à pouvoir, après l'impulsion qui va être donnée aujourd'hui à New York, continuer le travail dans les prochains jours. Mais la Russie garde en mémoire, et ce que disait Jean-Paul Chanolio tout à l'heure, l'affaire libyenne du mois de mars dernier, chapitre 7, protection des civils, et estime qu'on a largement dépassé en fait cette... On n'est pas une fois encore dans le chapitre 7. Et on n'est pas aujourd'hui dans le chapitre 7, mais les Russes en tout cas ont ça en mémoire. Bien sûr. Karima Kiki, je voudrais vous donner la parole, vous qui étiez sur le terrain. Est-ce que c'est important pour les Syriens? Oui. Vous avez rencontré le soutien de la communauté internationale. Est-ce que de Syrie, est-ce qu'ils suivent ce qui se passe à l'ONU? Non seulement ils suivent, mais ils se sont totalement laissés pour compte, délaissés. J'ai assisté, ils font des manifestations quotidiennes à Idlib et à Béniche, la petite ville où j'étais, où les slogans sont « Ne nous oubliez pas, don't forget us », le monde, ne nous oubliez pas. Tous les soirs, ils sont devant leur télévision, devant les chaînes d'information internationales, ils suivent ces débats, ils ne comprennent pas pourquoi on met autant de temps à agir et à réagir. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose que j'ai remarqué, c'est cette volonté aussi de rejeter l'ingérence. J'ai beaucoup parlé avec les membres de l'armée syrienne libre en leur disant qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous voulez un modèle libyen, une zone d'exclusion aérienne avec intervention? Ils ont dit non. On ne veut pas ça. On demande juste pour le moment une zone d'exclusion aérienne pour qu'on puisse clouer les tanks et les avions de Bachar al-Assad et les hélicoptères. Pour le reste, on se débrouille. On ne veut pas d'une intervention à la libyenne comme ça s'est passé là. Et Haïtem Mana sera d'accord avec ça parce que vous êtes contre une intervention étrangère en Syrie, mais est-ce que vous êtes pour une zone d'exclusion aérienne comme le souhaitent certains Syriens, en tout cas ceux qu'a rencontré Karima Kiki? Notre concept est complètement différent. D'abord, nous ne voulons pas détruire l'État syrien et l'armée syrienne. Notre but est de détruire... Vous voulez gouverner avec les Alaouites? Les garder? Mais qu'est-ce que vous dites, les Alaouites? Vous utilisez comme ça un terme. Ce n'est pas les Alaouites qui gouvernent en Syrie. C'est un groupement d'intérêts militaires et sécuritaires. Tous les gens que j'ai rencontrés me disent c'est le clan des Alaouites. Monsieur, quand on ne connaît pas bien le pays, je m'excuse, on ne dit pas c'est un gouvernement des Alaouites. C'est pas moi qui dis ça, c'est les Syriens sur place qui m'ont dit ça. Non, certains Syriens. Les Syriens touchés par le confessionnalisme. D'accord. Alors je m'excuse. Il y a des sunnites, il y a des chrétiens. Le ministre de Défense est chrétien, d'ailleurs maronite. Alors, on ne peut pas parler d'une façon confessionnelle comme ça, parce qu'on a déjà assez de conflits à l'intérieur de la société syrienne. Et pour cela, nous ne sommes pas seulement contre la violence, mais contre le confessionnalisme et contre aussi toute forme d'intervention étrangère. Est-ce que la zone d'exclusion aérienne? Non, c'est notre problème. Soit on considère l'armée syrienne comme un bloc contre la société, et là, avec leur famille, ça fait plus de 3 millions de personnes, et on entre en conflit avec 3 millions de personnes, soit on dit, c'est pas des salauds, c'est pas un ensemble des salauds, tous ces militaires sont des salauds et on doit les détruire, on doit les attaquer. C'est ça le problème. Il y a des gens qui prennent le problème en tant qu'entité étatique. L'État est mauvais. Parce que, moi je les comprends. En 1982, ils étaient exclus complètement de tout ce qui est État. Mais la société syrienne n'était pas exclue. Si les frères musulmans ou d'autres fractions islamistes sont exclus de l'appareil de l'État, moi je ne suis pas pour la destruction de l'État comme on a vu en Irak ou en Libye. Je suis pour en fait une guerre la destruction du régime. Une guerre civile. Et il y a une grande différence entre le régime et l'État. Oui, on va faire justement une petite pause, on va en reparler tout de suite.
La deuxième partie de notre débat consacré donc ce soir à la Syrie, l'avenir du pays qui se joue donc cette semaine à l'ONU. Les Occidentaux et les pays arabes tentent de faire voter un projet de résolution qui condamne le régime et ouvre des perspectives politiques. Mais reste à convaincre, on l'a dit dans la première partie de notre débat, la Russie et la Chine. Alors que faire si le texte est rejeté? On en parle ce soir avec Aitam Mana. Bonsoir, vous êtes opposant syrien, président du comité national de coordination pour le changement démocratique à l'étranger. On en parle également avec Bernard Valero, qui est le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, avec Jean-Paul Chagnolot, qui est professeur d'université, directeur de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, avec lequel nous sommes partenaires, et avec Karim Akiki, qui est grand reporter à France 24. Karim qui revient de Syrie, où il a tourné clandestinement. On va d'ailleurs tout de suite voir votre reportage, Karim, puis on va reprendre notre débat. Vous avez suivi l'armée syrienne libre, c'était à Idlib. On va peut-être voir une carte pour voir où se trouve Idlib, et on regarde tout de suite votre sujet. C'est un reportage exclusif France 24. 1 heure du matin, quelque part dans la région d'Idlib, une petite ferme isolée. C'est l'un des QG de l'armée syrienne libre. Une poignée d'hommes veille. Kassim a 20 ans. Il a déserté l'armée du régime il y a un mois. Si les blindés viennent, on les verrait là-bas. Aujourd'hui, c'est une sentinelle de l'armée libre. En face, les positions de l'armée régulière, à 3 km d'ici. Ceux qui sont ici suffisent, mais c'est mieux d'avoir du renfort. Nous appelons tous nos frères de l'armée syrienne à quitter le régime d'Assad, qui n'épargne ni les femmes, ni les enfants. Le drapeau de l'indépendance flotte sur la ville de Béniche. C'est au tour de Kamel de monter la garde. Tu as entendu? Réveil au son du canon, et c'est en musique révolutionnaire que Kamel commence sa patrouille en ville. À 22 ans, ce jeune soldat a déserté l'armée régulière pour se battre contre le régime. L'armée libre défend cette ville et ses environs. Notre mission principale, c'est de protéger les civils qui manifestent tous les jours pour faire tomber le régime sanguinaire de Bachar el-Assad. Une pause pour nous montrer les traces de la dernière attaque. Les soldats du régime se sont pris directement aux civils. Depuis, la population vit sous la terreur. Cette grand-mère nous invite à voir les dégâts chez elle. Un obus est entré directement dans son salon. On était cachés à l'intérieur et les obus pleuvaient sur nous de 20h jusqu'à 3h du matin. Ensuite, les soldats sont entrés chez nous à la recherche d'armes, alors qu'on n'a même pas un couteau de cuisine. Malgré la peur, la population veut la chute du régime. Fin de la journée, retour au QG de l'armée syrienne libre. Kassim est toujours en faction, et à l'intérieur, les hommes nettoient leurs armes. Ils sont prêts pour une nouvelle nuit de veille. Nous, l'armée libre, nous sommes prêts à protéger toute la région avec honneur et humanité. Nous n'attaquerons aucun soldat gratuitement parce qu'il est syrien. Alors que le régime traque les déserteurs, emprisonne les membres de leur famille et détruit leurs maisons. Pour le moment, l'armée syrienne libre, c'est une poignée d'hommes déterminés. Mais ces soldats déserteurs n'ont que des kalachnikovs pour se défendre contre les chars et les hélicoptères du régime. Ces résistants souhaiteraient l'établissement d'une zone d'exclusion aérienne, mais ne veulent pas d'une intervention militaire étrangère. Ils ne veulent pas d'une intervention militaire étrangère. Karim Akiki, c'est la dernière phrase de votre reportage. Ce dont ne veut pas non plus Aitam Mana, vous nous avez expliqué pourquoi il y a quelques minutes. Vous estimez qu'il ne faut pas détruire l'État syrien, si je vous ai bien entendu. Bernard Je peux dire oui 2 remarques sur le film. L'armée libre est un concept qui couvre un ensemble
des gens armés. Il n'est pas centralisé. Il est dans une situation de décentralisation totale sur l'ensemble des territoires syriens. Et il regroupe des volontaires à côté des déserteurs. Ce n'est pas uniquement des déserteurs. 2 tiers, on estime à 2 tiers les non-déserteurs. Et on estime aussi la coloration politique des volontaires à un seul courant politique islamiste. Si on prend la ville de Homs, par exemple, on a dans les 2 quartiers assiégés maintenant 3 courants essentiels. Les salafites affichés, comme si on est... Mais là, vous dénoncez en d'autres termes. Non, je dénonce pas, je décris une situation pour faire peur aux gens, pour trouver une solution. Moi, j'ai peur de la guerre civile. Ces gens se battent pour... J'ai peur de la guerre civile dans mon pays. Je ne veux pas de guerre civile en Syrie. C'est pour ça que je décris exactement la situation pour éviter qu'on va glisser dans une guerre civile avec des slogans parfois qui ne reflètent pas la réalité. Quand on dit il y a groupe salafite, il y a groupe confessionnel, il y a groupe des nationalistes libéraux, c'est pas des groupes homogènes, c'est des groupes hétérogènes. Il y a des héros et il y a aussi des criminels parmi eux. Alors il faut étudier la sociologie réelle de l'armée libre, de tout ce qu'on appelle armée libre, pour répondre à un phénomène qui peut militariser la révolution syrienne. En tout cas, eux parlent de la légitimité du terrain, monsieur. Ils nous disent, nous ne voulons pas d'une institution. On parlait du Conseil syrien qui est basé à l'étranger, on parlait de tous les représentants syriens. Je leur ai posé la question directement, est-ce que vous vous sentez représenté? Ils nous disent non, c'est nous qui avons libéré notre pays. Vous voyez bien où on va. En Libye, j'étais en Libye, on a eu ce même raisonnement. Certainement, monsieur. Donc c'est déjà trop tard. C'est pour ça que je vous dis une chose. Vous parlez des émirs de guerre qui réclament leur place naturelle. Parce que eux, ils vous disent, nous, on a libéré ce village. Les autres n'ont rien fait. Et après 3 mois, il y aura des armées à la place de l'armée. Un dictateur militaire à la place d'un dictateur militaire. C'est pas une solution. Elle est déjà en place. C'est transformer la révolution en guerre civile. Jean-Paul Chagnoulou, est-ce qu'il y a aujourd'hui un réel risque de guerre civile aujourd'hui en Syrie? Et puis quand on entend État Manin, on a eu d'autres opposants syriens sur le plateau, on voit aussi que cette opposition syrienne est très divisée aujourd'hui. Est-ce que c'est pas aussi le gros problème aujourd'hui dans ce dossier syrien? C'est un des gros problèmes. Parce que je crois qu'effectivement, moi je connais bien, je veux dire, les amis qui dirigent le CNS et Basma Komadi, Boran Ralioun. Je connais leur position, je connais aussi les positions d'Hassan Mana et puis de quelques autres. Et moi, ce qui m'inquiète pour eux, c'est effectivement que ils sont divisés et sur des lignes qui sont tout de même assez opposées. Et puis ils sont dans une position extrêmement périphérique. En plus, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, ils sont, c'est des universitaires, j'ai rien contre les universitaires, mais je veux dire, c'est des gens qui n'ont pas une expérience politique très forte, même si certains sont des militants depuis longtemps, bien entendu. Donc c'est vrai, c'est une fragilité multiple. Quant à la guerre civile, il suffit d'écouter et de voir pour se rendre compte que nous ne sommes pas très loin de risques de guerre civile, parce que la question n'est pas de savoir si on a une vision de la Syrie comme étant un ensemble multiconfessionnel. Ce qui est important, c'est ce que les gens pensent, c'est l'imaginaire, et l'imaginaire fonctionnera forcément par des amalgames. Bien entendu, le pouvoir aujourd'hui n'est pas le pouvoir des Alaouites. C'est un fragment. C'est un fragment des Alaouites. C'est beaucoup plus complexe. Il y a des alliances multiples. On pourrait en faire assez facilement presque un schéma. Plus on descend dans le système, plus il y a des alliances. Enfin bon, puis quand on monte vers le noyau dur, on est sur des Alaouites et des clans. Bon, mais dans l'imaginaire, effectivement, on a le sentiment que les éléments confessionnels sont très forts et que ça peut évidemment être instrumentalisé par les uns et par les autres. Donc dans les reportages, vous avez dit à un moment donné la population veut. Mais le problème, c'est que la population est un concept qui n'existe pas. Il n'y a pas une population, il y a des fragments de population. Il y a une situation très compliquée. À Damas, je connais bien un diplomate qui en venait, qui m'a raconté que on prenait le thé à Damas, dans certains quartiers, tranquillement, sachant bien qu'il y avait des choses terribles à quelques kilomètres. Je veux dire par là qu'il y a des segments importants de la population qui soutiennent aujourd'hui encore le régime, de même que sur le plan international, il y a des pays, et pas les moindres, qui soutiennent le régime. Donc on est dans une situation très complexe. Dernier mot,
la violence. Il est absolument essentiel d'éviter la violence. Et là-dessus, je crois que les uns et les autres, s'il y a un point sur lequel l'ensemble des opposants sont d'accord, c'est bien ça, il ne faut pas la violence. Seulement, on veut la refuser, mais à mon avis, elle est incontournable. Et je ne pense pas que ce régime soit capable de faire quoi que ce soit s'il n'y a pas un rapport de force. Et ça passe quelque part par la violence, étant entendu que s'il y a de la violence, ils vont rajouter encore de la répression, ils vont pouvoir lâcher encore davantage leurs services de sécurité avec la barbarie qu'on a déjà vu ces prochains jours et qu'on pourrait encore voir développer. Donc on est dans des contradictions terribles. Il faudrait l'unité, il n'y en a pas. Il ne faudrait pas de violence, et il y en a forcément. Et en plus, donc dans une situation aussi complexe, le régime a encore malheureusement, je crois, des cartes à jouer. Et donc le seul espoir, on en revient au début de notre discussion, c'est évidemment le Conseil de sécurité. J'insiste sur le mot parce que on sait très bien qu'on se dirige vendredi, qu'il y a très peu de chances. Bon, même si Bernard Valero nous laisse encore l'espoir qu'il y ait peut-être encore une chance que la Russie s'abstienne. Le nouveau facteur, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est effectivement que c'est un plan porté non pas par l'Occident, mais par la Ligue arabe. Par la Ligue arabe. Bon, alors, il y a des mots à éviter, effectivement. Par exemple, le mot zone d'exclusion aérienne, ça renvoie tout de suite à la résolution 1973 avec la Libye. Donc, mais bon, je pense que il y a une petite chance. Mais franchement, cette fenêtre d'opportunité, chacun sait bien ici qu'elle est extrêmement faible, extrêmement fragile. Alors justement, Bernard Valero... Mais je ne l'exclus pas complètement. Voilà. Ah, vous l'excluez pas complètement? Non, parce que je me dis qu'il y a des dialectiques. Vous savez, à un moment donné, dans des situations comme celle-là, il y a quelquefois des dialectiques le momentum, comme disent les diplomates, que peut-être ça peut passer. Mais bon, la probabilité est faible, c'est clair. Alors justement, Bernard Valero, si cette résolution n'est pas adoptée en fin de semaine au Conseil de sécurité de l'ONU, qu'est-ce qu'on peut faire? Que peuvent faire les Occidentaux? Que peut faire la Ligue arabe? Quelle sera la prochaine étape? Écoutez, parlons d'abord de l'étape d'aujourd'hui. Elle est importante. Oui, mais l'étape d'aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, Bernard Valero. On sait qu'Alain Juppé va aller faire son discours au Conseil de sécurité. Oui. On en connaît à peu près l'issue en fin de semaine, même si les uns et les autres... On n'est pas sûr, on a encore une toute petite fenêtre de tir. La diplomatie, c'est un exercice de patience et de responsabilité. De patience d'abord parce qu'il ne faut jamais dire jamais, premièrement. Deuxièmement, il ne faut jamais se résigner à l'échec, autrement on ne ferait pas ce travail, on ferait autre chose. Et troisièmement... Mais il faut peut-être penser aussi au coup d'après. Jamais se résigner à la fatalité de l'impasse, de l'échec, etc. C'est la raison pour laquelle la France, notamment, enfin, je peux payer pour en parler, est déterminée et n'a pas lâché son attention une seconde depuis le début du drame en Syrie. Donc c'est la raison pour laquelle Alain Juppé est à New York aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle on est mobilisé depuis le début et c'est la raison pour laquelle on va continuer à travailler dans cette direction. Alors effectivement, il y a des divisions, il y a de la violence, mais précisément c'est sur la violence que nous concentrons notre effort, c'est-à-dire tout mettre en œuvre pour l'arrêter. C'est absolument essentiel. On a les ingrédients en plus sur la table. Est-ce que le régime Bernard Valero est en train de s'affaiblir aujourd'hui? On a vu qu'il y a eu des affrontements, notamment dans la banlieue de Damas. Il y a eu également des affrontements à Alep, qui est la deuxième ville du pays, ce qu'on n'avait pas vu durant les mois précédents. Est-ce que le régime commence là un peu à s'essouffler? Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Le régime s'essouffle sur plusieurs plans. D'abord sur le plan politique, parce que malgré la répression, les manifestants syriens continuent à descendre dans la rue. C'est quand même un échec politique majeur pour le régime, premièrement. Un échec également en matière de rapport de force, parce que cet usage massif de la violence n'a pas réduit la résistance de ceux qui demandent de la démocratie en Syrie. Deuxième échec. Troisième difficulté sur le plan économique, parce que derrière tout ça, il y a quand même des sanctions qui sont à l'œuvre et qui commencent à grignoter, à affaiblir l'assise financière du régime syrien. Et puis, quatrième problème pour le régime de Damas, c'est son isolement diplomatique croissant, en particulier vis-à-vis des pays de la région et vis-à-vis de la Ligue arabe. Tout ce que fait la Ligue arabe actuellement est un désaveu de la politique de Bachar el-Assad. Donc, on verra là qu'il y aura quand même un changement de présidence du Conseil de la Ligue arabe. Pour l'instant, c'était le Qatar, on sait qu'il est un allié des États-Unis. Après, ce sera l'Irak est plutôt proche de l'Iran. Il y aura peut-être aussi là un mouvement de balancier dans l'autre sens. Karim Akiki, je donnerai ensuite la parole à Jean-Paul Chagnolot. Sur le terrain, est-ce que vous avez ce sentiment justement que le régime aujourd'hui s'essouffle? Est-ce que vous avez pu le voir? Est-ce que vous avez le sentiment que l'armée syrienne libre est mieux organisée aujourd'hui, qu'il commence à y avoir un petit étranglement du régime? Moi non, honnêtement, dans la région de Jabal Zawiya et d'Idlib où j'étais, j'ai pas cette impression-là. J'ai vu surtout un maillage, un quadrillage du terrain très bien fait.
La situation géographique était simple. Il y a le Jabal Zawiya qui constituait le front, Idlib et sa région, et la ville de Béniche où nous étions. Ces villes-là sont entourées par l'armée, et l'armée est là en permanence. L'armée libre syrienne nous a dit que Béniche était une ville libérée, mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant une ville libérée? Ça veut dire une ville assiégée. À l'intérieur, ils peuvent se déplacer assez librement, mais à l'extérieur, sortir de la ville est impossible pour eux. Aller rejoindre, faire 10 km, c'est impossible, parce qu'ils se font arrêter tout de suite. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et je rapporte ce qu'on m'ont dit, les Syriens, ils pensent à une stratégie du régime. Laissons faire les choses pour faire augmenter les violences et légitimer une violence encore supérieure par la suite. Jean-Paul Chaniolo, est-ce que le président Assad perd le contrôle un peu du pays? Il y a deux choses. D'abord, est-ce qu'il le perd vraiment, mais est-ce qu'il pense qu'il le perd? Et je pense sur le deuxième point qu'il ne doit pas penser cela. C'est vraiment un système assez autiste. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer indirectement un certain nombre de gens qui sont pas loin du régime. Et il comparait la situation aujourd'hui, qui pourtant n'a rien à voir, avec la situation de 2005, 2006, 2007, c'est-à-dire au moment où la Syrie était vraiment au banc des nations. Et le président Assad, s'est retrouvé le 14 juillet 2008 à Paris, et donc a retrouvé, c'est pas une critique, hein, c'est juste dire, il s'est retrouvé en plein cœur des choses. Et ils ont ça en tête. Ils ajoutent que en 2012, il y a 2 élections majeures aux États-Unis et en France. Et par conséquent, ils vont essayer de jouer la montre, c'est clair, ils attendent, bien sûr. Donc, ils comptent sur des alliés. Quand on dit qu'ils sont isolés, c'est vite dit, parce que la Russie est là, la Chine, un certain nombre de pays comme l'Inde, l'Irak, qui va bientôt prendre... Ils ne sont pas si isolés que ça, qui va prendre la présidence du Conseil. Il ne faut pas oublier l'Iran, il ne faut pas oublier le Hezbollah, il ne faut pas oublier le Liban, qui on est loin d'un isolement diplomatique. Donc, en fait, les cartes de ce régime sont encore là, du moins, en tout cas, c'est ce qu'il peut penser. Et donc, c'est pour ça que la situation me paraît extrêmement difficile. D'où l'importance, encore une fois, de cette étape qui n'est quand même pas déjà dépassée. Espérons qu'il se passera quelque chose dans les prochains jours aux Nations Unies. Bernard Valéron nous a dit qu'il y avait un petit espoir. Aïtam Mana, le mot de la fin pour vous. Est-ce que vous pensez que le président Assad commence à perdre un peu le contrôle du pays, ou vous pensez que pour l'instant, eh bien, le rapport de force reste tout à fait inégal? En quelques mots, parce qu'on doit rendre malheureusement. Bachar Assad appartient au passé. C'est fini. C'est fini. Mais comment terminer cette histoire? C'est tout. Notre problème, on a fait cela avec une révolution pacifiste. On doit continuer avec cet aspect pacifiste, qui est jusqu'à maintenant pour plus de 85% de la population. Donc, il faut moins continuer. de 15% sont avec la violence et la militarisation. Donc vous appelez toujours à la poursuite du mouvement, un mouvement grève pacifiste. générale, Mais c'est peut-être désobéissance civile, tous les moyens pour mettre fin à ce régime pacifiquement. C'est peut-être toujours facile de parler de mouvement pacifiste quand on est loin finalement peut-être aussi de la réalité, et pas facile peut-être pour ce peuple syrien qui est victime J'appartiens à une bonne majorité qui est pour un aspect pacifiste de la construction démocratique en Syrie. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur le plateau de France 24, et Bernard Valéron suivra en direct sur notre antenne évidemment l'intervention